Oui, alors, Journal Afrique, 60 jours en Afrique, il se passe tellement d'événements que nous avons choisi, avec mon groupe spécialiste de la sécurité, de revisiter un peu ce qui se passe et puis de faire les liens, hein, voilà. Et donc, là, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe notamment au Sénégal, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe en RDC et ce qui se passe au Tchad avec quelques assaises du côté du Gabon. Voilà. Noam Gobé, tu as la parole. Bonjour. Oui, Tout bonjour, dépend. bonjour à tous. Le Voilà. fuseau horaire, ceux qui pourront suivre l'émission en différé, abonnez-vous massivement, likez, partagez, protégez votre émission, commentez, voilà, de manière modérée. Nous faisons là un travail de sensibilisation. Le journal Afrique, résumé sur 60 jours, nous étions là dans plusieurs occupations. En même temps, le temps de pouvoir recouper, traiter l'information, de présenter, voilà, un résumé de qualité bien objectif sur les différents faits et l'actualité qui s'est passée en Afrique. À vous. Vous pouvez continuer à parler. Euh, Dites-nous un peu ce qui se joue là actuellement. Oui, nous avons tantôt l'élection présidentielle au Sénégal. La date qui est retenue, c'est la date du 24 avril, après de longs débats, après de longues négociations, après avoir consulté le Conseil constitutionnel, après avoir consulté l'Assemblée nationale, le Sénat, les acteurs politiques. On se préparait là déjà vers une forme de transition, une forme de consultation aussi interne des différentes énergies, des différents acteurs politiques de la scène politique, une forme déjà de réconciliation nationale, de stopper les hostilités. Il y a eu beaucoup de violence à Dakar, au Sénégal principalement, et dans différentes villes du Sénégal qui ont manifesté voilà, contre Alors, est-ce euh, que ça ne montre pas la vitalité de la démocratie sénégalaise? Hein, parce que on parle de cours constitutionnels, on parle des opposants, on parle de tout. Les protagonistes, que sont-ils? Est-ce que le Sénégal n'est pas là en train de nous donner une leçon finalement de démocratie, puisqu'il y a une date qui a été fixée? Hein? Est-ce que, bon, alors, quels sont les enjeux sous-jacents? oui, encore une leçon de démocratie, c'est le pays de la Teranga, la tradition millénaire d'hospitalité, mais c'est aussi le pays du baobab, en même temps l'arbre à palabre. Une leçon de démocratie, oui, parce que d'autres pays africains auraient choisi très vite la voie des armes. Le Sénégal sait faire taire les armes à feu et de ne pas généraliser le conflit déjà, les mouvements de libération de la Casamance, MLC, plus de 20 ans, 25 ans, voilà, de guérilla urbaine, qui tantôt réclament plusieurs choses en même temps. Là, la question est d'ordre constitutionnel, la constitutionnalité du droit, de faire un glissement simplement de la date de l'élection présidentielle. Les candidats retenus, donc, qui ne pourront pas se représenter, Ousmane Sonko, qui est encore sous le coup de la loi, et Karim Ouad, dépôt tardif de sa candidature et le problème de double nationalité sénégalaise et française qui n'a pas été digéré. Mais dans Voilà. l'ensemble, c'était encore une leçon de démocratie, de pouvoir s'asseoir et de pouvoir discuter. Alors, merci, hein, mais comment est-il arrivé là, Sango? C'est quand même une sorte de porte-étendard, hein, qui avait boosté l'opposition, mais comment en est-il arrivé à se mettre à l'écart comme ça? Hein? Euh, De quoi il Oui, est... n'étant pas disponible, Sonko choisit la voie de la raison, de ne pas voir sa humble personne, sa personne physique, mais de voir l'avenir de tout un pays, de voir l'avenir de plusieurs générations qui comptent sur lui, en acceptant son suppléant jadis, aujourd'hui candidat à représenter de son parti et d'alliance de plusieurs autres partis d'opposition
regrouper derrière lui Diomaye Faye, donc, qui soit là le représentant de Ousmane Sonko, de d'abord de gagner l'élection présidentielle. Numéro 2, libérer les prisonniers politiques. Numéro 3, vite avoir la majorité, voilà, l'Assemblée nationale et le Sénat, les députations, avoir recoupé une nouvelle majorité présidentielle et en ayant la majorité, ne tombons pas dans le piège de la minorité présidentielle, avoir la majorité à l'Assemblée permettra très rapidement de décider sur les prochaines élections municipales, les mid-termes, et plus tard vers une prochaine élection présidentielle. C'est un geste de sagesse politique. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que pour une fois en Afrique, on peut parler des institutions fortes et non plus d'hommes forts. Hein. Donc là, on est quand même là dans une mise en musique, hein, finalement, de cette maxime énoncée par Barack Obama. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Noah? Oui, c'est de la stratégie. On a le jeu de damier, le Awele, le Ngola, un ensemble de billes. On pose les billes dans un échiquier et de deux billes en deux billes, des équations binaires. Là, je prends, là, je cède, là, j'ai une grosse part, là, j'ai une petite part. Voilà, c'est le jeu de Ngola. Ce sont des alliances stratégiques. Lui ne voit pas sa personne, mais il voit les générations futures de battre le parti de Macky Sall, qui en ce moment est déjà affaibli, et plus tard de donner un élan au Sénégal, une nouvelle alliance, une renaissance de l'Afrique à travers le Sénégal. À vous. Il y a un bruit de fond là derrière qui nous gêne un peu, hein. Bon, si vous pouviez corriger ça, il y a un bruit de fond. Donc voilà, très intéressant hein, ce qu'on vient d'entendre là. Alors, ça va nous permettre de, puisqu'on est encore du côté de l'Afrique euh, sahélienne là, est-ce qu'on peut passer au sujet euh, du Sahel? Est-ce qu'on passait à ce niveau-là? Oui, le Sahel, Alliance des États du Sahel, donc Mali, Burkina Faso et Niger, par ordre, c'est-à-dire que le Mali, très tôt, refait son autodétermination en se séparant des forces militaires de Barkhane, Takuba et voilà, initié par la France, rejoint très tôt par le Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, successivement capitaine Ibrahim Traoré, et le Niger, le général Abderrahmane Tchani, voilà, ayant renégocié des accords militaires sous-régionaux, mais n'étant pas acceptés par Mohamed Bazoum, et Bazoum qui cédait là la souveraineté du Niger en se mettant sous l'autorité entière de la France, détruisant là la souveraineté nationale. Général Abderrahmane Tchani, au sein d'une alliance, revient là des enjeux de souveraineté en acceptant euh, l'alliance des États du Sahel, une nouvelle autodétermination des peuples et les enjeux géopolitiques stratégiques sous-régionaux vis-à-vis du Bénin, avec qui ils ont des frontières physiques, vis-à-vis de Guinée-Conakry, avec qui avant, ils avaient des bons rapports concernant les sorties sur la mer, sur euh, le golfe de Guinée, et plus tard, le Mali, un genre d'État enclavé qui avait des coopérations économiques avec le Sénégal, justement, avec des ports secs, avec le port de Dakar, qui donnait directement en un jeu de logistique vis-à-vis du Mali, le port de Conakry, un jeu d'alliance stratégique directement vis-à-vis de Niamey, le Niger, et le port de Cotonou, on pourra revoir cette question, qui donnait directement aussi vis-à-vis de Niamey, le Niger. Mais tout ceci est fragilisé puisque la CEDEAO a infligé des sanctions et est revenu sur ces sanctions. Le Nigeria était prêt à une escalade militaire appuyée par la Côte d'Ivoire, appuyée par le Sénégal, n'eût été le Sénat du Nigeria qui avait voté contre toute résolution militaire malgré des tentatives infructueuses de pénétration et de violation
du territoire de l'espace aérien de Niamey, le Niger, au sortir du 26 juillet 2023. Voilà, perte du pouvoir brusque de Mohamed Voilà. Bazoum. 5000 En- en- militaires français postés n'ont pas vu un coup d'État venir. bon, mais en dehors, puisque là, maintenant que les coups d'État sont passés, est-ce qu'on ne peut pas faire une sorte de zoom là, ce qui se passe là sur l'autodétermination? C'est-à-dire que on peut s'imaginer qu'il y a une prise de conscience qui se fait et qui est porteur d'une préoccupation sur le peuple, sur la souffrance du peuple. Et que tout d'un coup, on a voilà trois pays qui se rendent compte qu'ils ont un pouvoir énorme d'autonomie, hein, qu'ils ont les coudées franches sur ce qui peut se jouer dans une Afrique qui finalement possède tous les ingrédients pour être en autonomie. Qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture-là? Est-ce qu'on n'est pas là dans un foyer de prise de conscience réelle et qui travaille vraiment pour le peuple et non pas... voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, l'Alliance des États du Sahel, c'est environ 15 millions d'habitants sur Oui, les trois pays, Mali, Burkina oui, Faso et le Niger. Voilà, c'est un tiers, sinon presque la moitié du produit intérieur brut de la CEDEAO. oui. C'est la moitié des échanges commerciaux, c'est la moitié des minerais, métaux lourds, donc l'or et d'autres. Voilà, si on mettait même au niveau des hydrocarbures, c'est en fait c'est la moitié presque de tout dans cette CEDEAO. Mais très vite, il faut comprendre qu'il y a des ennemis intérieurs. Si les frères n'ont pas hésité à les frapper très tôt pour satisfaire des intérêts étrangers, étant conscient qu'on a des ennemis intérieurs, on a aussi des ennemis extérieurs, une défaillance combinée, donc intérieure et extérieure. Cette nouvelle alliance, très vite, il faut battre monnaie, une monnaie unique des États, des États de l'Alliance des États du Sahel, et battre monnaie serait égal à sortir du franc CFA. À vous. OK. Donc, si on se résume, les atouts de cette alliance-là, c'est la densité de la population, hein. Donc, ils peuvent compter sur une population dense, hein. Vous avez dit 15 millions, en sachant que cette population, elle est très jeune. Bon, voilà, puisque ailleurs, on parle de l'année de la jeunesse. Bon. Et donc, vous avez là un atout au niveau démographie. Deuxième atout au niveau des richesses, l'or, etc., etc., hein. Et donc, troisième tout, c'est qu'à un moment donné, euh, on va, euh, puisque le Nigeria voulait à un moment donné régenter, hein, ramener l'influence occidentale dans le champ, hein, on voit bien que là, puisqu'ils ont déclaré qu'ils partaient de cette alliance-là, donc là, il y a un atout justement, on va dire, est-ce qu'on peut parler de bravo, de courage, en tout cas, ça change le cours de l'histoire, hein. Et donc, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue historique, c'est un acte fondamental qui vient d'être posé. Est-ce qu'ils vont y arriver? On va observer, nous sommes des observateurs. Donc, on va observer tous les enjeux. Alors, que pensez-vous justement de cette posture centrale en Afrique, une contrée qui veut prendre son autonomie vis-à-vis de l'Occident? Oui, la partie la plus fragile, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est 150 millions d'habitants. Le Oui, Nigeria, en fait, en infligeant des sanctions à l'Alliance des États du Sahel, regain de tension rapidement au Nigeria un peu partout. Des attaques sporadiques du groupe extrémiste Boko Haram. oui, 300 élèves ont été enlevés brusquement. Regain de tension à la frontière avec le Cameroun, la région du Biafra, les problèmes d'Ambazonie.
donc la ville de Bakashi, la région du Delta. On trouve le diamant et du pétrole au même endroit. La France et d'autres puissances occidentales ont perdu la guerre du Biafra, qui était là le point de création de la CEDEAO. Et il y avait des poussées, pour ne pas dire extrémistes, mais d'autonomie et d'autodétermination. Le fameux État créé par Femi Kuti, le chanteur, qui crée un État dans l'État au Nigeria et qui donne l'élan à différents groupes un jour de vouloir s'autodéterminer et de jouer là une cacophonie. Voilà, la région de Jos au Nigeria, la ville de Jos au Nigeria, les problèmes d'approvisionnement en eau, la région du Delta où les grands groupes pétroliers sont en difficulté, le piratage, la piraterie maritime, etc. Le Nigeria est le talon d'Achille, le tendon d'Achille, le point faible, déjà au niveau du groupe sous-régional, CDEAO, et en appui matériel et logistique et militaire pour frapper et dissoudre, peut-être par des attaques sporadiques, cette alliance des États du Sahel qui Donc, sort alors, vainqueur du premier épisode. bon, voilà, puisque vous parlez de cacophonie et tout ça, est-ce que vous pensez que justement le Nigeria était la cheville de bataille hein, pour maintenir ces trois États au niveau de l'influence occidentale? Puisqu'on parle de cacophonie, est-ce que le terrorisme, par exemple, maintenu dans cette contrée-là, pour laquelle les trois pays veulent vraiment montrer qu'ils pourraient y arriver tout seuls et non pas avec l'aide de l'Occident, puisque des années après, on va parler de euh, l'ONU, hein, la force de l'ONU finalement a échoué et qu'ils se rendent compte que finalement c'était une manipulation. Hein. Voilà, pourquoi vous parlez de cacophonie? Hein. La cacophonie, le Nigeria, ce sont les effectifs. 150 millions d'habitants, ça ne veut pas Oui, dire 150 millions de militaires. Je pense qu'il n'y a même pas 50 millions de militaires engagés sous le drapeau, immatriculés. Voilà. oui. Donc, le Nigeria reste et restera le point fragile. Les instructeurs militaires occidentaux ont perdu la guerre du Biafra. Ce n'était pas à cause de l'effectif mis en place. C'était un problème de stratégie. Il n'y a pas un tiers de militaires présents au Nigeria par rapport à l'effectif de la population. Donc Ok. 150 millions d'habitants, il n'y a pas 50 millions de militaires engagés. Un tiers. Problème interne, problème aux frontières, problème de ce qu'on appelle la bataille du contrôle des richesses au niveau du golfe de Guinée, notamment le pétrole, la piraterie maritime. Donc, il y a un secret pour vaincre l'insécurité au Nigeria, c'est la transhumance. Pour Oui. une ligne droite de Djibouti jusqu'à Dakar, mais une partie doit passer par le Nigeria. Au fur et à mesure qu'on avance de Djibouti vers Dakar, on prend des forces et on va vaincre certains problèmes géopolitiques. C'est une stratégie qui existe, mais assez fragile. Il reste numériquement 3 ans du ministre éthiopien Abiy Ahmed avant de finir son deuxième mandat. Je pense qu'il ne pourra pas se représenter d'être encore le premier ministre de l'Éthiopie par rapport à la constitution éthiopienne, qu'il ne lui permet même pas de modifier. Donc, 2027 ou bien l'an 2028, il n'y aura plus Abiy Ahmed en tant que premier ministre éthiopien. Une autre personne sera habilitée, appelée à prendre les fonctions premier ministre éthiopien. Pourquoi? Parce que c'est le siège politique de l'Afrique et le premier ministre éthiopien influence les décisions du point de vue du commandement militaire unifié de l'Union Monsieur, africaine, siège monsieur Addis Abeba, Noam Éthiopie. Monsieur Gombe, là, on est en train de filtrer, là, de déborder un peu sur l'Éthiopie. Peut-être qu'on reviendra. Peut-être qu'on Très reviendra naïf. là. Mais, C'était ça le secret. Une oui, transe, une transe attendez. aérienne de Oui. Djibouti à Dakar et de résoudre les conflits en passant par le Nigeria, On qui n'a abordera ça pas à un à un tiers autre moment. de l'effectif militaire présent. Oui. On abordera ça à un autre moment parce que
vous venez justement d'évoquer une mastodonte en Afrique, c'est-à-dire le Nigeria, avec une population donc, de plusieurs millions. Et mais ça évoque aussi la RDC, qu'on avait prévu d'aborder, qui est aussi une sorte de mastodonte. C'est-à-dire que là aussi, c'est un grand pays qui est débordé à l'est par par le Rwanda et qui pourrait être euh, débordé ailleurs à l'interne déjà par quelques... Voilà. Donc, c'est intéressant de ce que vous abordez là, de voir comment un grand pays va générer le Biafra, puis finalement il y a eu ce que vous appelez la cacophonie, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de la même cacophonie en RDC actuellement? Voilà. Oui, Hein, République démocratique du Congo, voilà. plus d'1 million de kilomètres carrés, c'est 122 millions d'habitants, juste après le Nigeria et l'Éthiopie, me semble-t-il. Nigeria, 150 millions d'habitants. L'Éthiopie, aujourd'hui, 130 millions d'habitants. République Oui. démocratique du Congo, entre troisième et quatrième. Troisième, 122 millions d'habitants. Fragile à l'Est, un conflit de 25 ans de conflit à l'Est, notamment Nord Kivu, Sud Kivu, Goma, Bukavu, voilà, le Maniema, l'Ituri, les pays frontaliers, Ouganda, Rwanda, directement impliqués dans le pillage des ressources, mais les implications occidentales, donc les États-Unis d'Amérique, une partie de stabilisation, la mission MINUSCO, la mission des Nations Unies pour le Congo, République démocratique du Congo. Au bout de 20 ans, 25 ans, il n'y a pas de résultat. Voilà, on a toujours ce bruit de fond là qui nous dérange derrière. Mais bon, donc on voit bien que là, que ce soit donc au Nigeria, en tout cas les pays du Sahel, et que ce soit en RDC, la question sous-jacente est toujours comment est-ce que finalement l'Occident manipulerait les choses pour maintenir euh, l'Afrique dans une sorte de dépendance comme ça qui ne permet pas l'évolution économique, etc., stratégique. Est-ce que vous ne voyez pas que là, il y a des enjeux multiples? Hein? Alors, du côté de la RDC, si on prend en considération euh, comme ça l'influence de l'Occident, est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de gagner le pari de l'autonomie, de- voilà. Non, Est-ce que pas encore. Son pas encore? Excellence Antoine Félix Tshisekedi, elle a son deuxième mandat, mais Oui. de manière tutélaire, c'est son premier mandat donc accordé par le peuple. Le premier mandat était un peu flou, jeu d'alliance au sortir de 18 ans de Hippolyte Kanambe, donc Joseph Kabila. Et voilà, donc son premier mandat tutélaire, imbu de tous ses, habillé de tous ses pouvoirs, il doit vite aller dans les alliances stratégiques, possibles avec les BRICS, Brésil, Russie, India, China, South Africa, en acceptant des alliances stratégiques, géopolitiques, sécuritaires, militaires. Nous avons vu une intervention de la SADC donc appuyée par l'Afrique du Sud et l'Union africaine. J'ai Alors, cité là sous l'autorité. quel est l'enjeu réel là-dedans? Bon, je reviens quand même sur un truc, c'est que on a bien vu que Macron disait que c'était une élection à l'africaine. Bon, et que Tshisekedi était arrivé comme ça par une sorte de palabre africaine. Or, cette fois-ci, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va arriver au pouvoir en se débarrassant des scories qui couvraient son élection pour vraiment être un vrai élu, pour aller donc vers la stature du patriote. Et donc, euh, l'organisation, une sorte de Commonwealth là, que vous définissez, peut-être que c'est un outil à sa portée. Peut-être que c'est un outil qui vient consolider aussi cette stature internationale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette tentative? Oui, Est-ce que- un jeu d'alliance. Élection à l'africaine, donc président Emmanuel Macron, oui.
Martin Fayoulou a gagné, mais très tôt, il n'a pas respecté les 24 heures de ne pas sortir du territoire. Il s'est rendu à Brazzaville rencontrer un des doyens africains, Denis Sassou Nguesso, en lui demandant conseil. Denis Sassou Nguesso lui dit que tu ne restes pas les 24 heures d'attendre la proclamation des élections présidentielles. Te voici du côté de Brazzaville. Dans un jeu d'alliance, moi, je te déclare perdant parce que tu ne pouvais pas mettre les pieds à Brazzaville. L'autorité qui dirige la proclamation des résultats n'a pas statué. Que fais-tu à Brazzaville? Voilà, Grand tu n'as pas frère, resté. voilà, reconnais que j'ai gagné. Tu as gagné, oui, sur le papier, mais nous, tes anciens, le secret des négociations, le téléphone a sonné. Martin Fayoulou est écarté. Il a un problème de filiation. Sa mère est sénégalaise. Ce serait de demander la double nationalité qui n'est pas compatible avec voilà, les statuts dans comment dresser, comment se dresse la, la collecte d'informations, de Oui, présenter, de représenter un candidat à l'élection présidentielle. Bref, Martin oui, Fayoulou accepte une compensation, notamment un titre de résidence du côté de Miami, en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Bref, donc le premier mandat, assez difficile, les échecs de la MONUSCO, le pillage se poursuit, la fragilisation avec les troupes du M23 qui attaquent, qui pillent des villages en entier, et que de cause à effet, mea culpa, mea maxima culpa. Donc, mhm, la, les États-Unis d'Amérique, qui a un rôle stratégique de stabilisation, la même entité, États-Unis d'Amérique, par sa représentation, par son ambassade, pourquoi ne pas jouer franc jeu dans la stabilisation, dans la sécurisation? C'est aujourd'hui sous la pression, après des gestes d'humiliation, après avoir encerclé l'ambassade des États-Unis, après avoir manifesté dans le monde entier, un émissaire, envoyé spécial du président de la République, Joe Biden, Joseph Robinette Biden, son Excellence, vient à Goma, sur le terrain, proche de la ligne de front, dire que oui, nous acceptons une forme de pacification. La pacification, c'est dans la résolution des conflits. La pacification n'est pas dans la recherche de paix. Ça, n'importe qui, un simple étudiant en relations internationales, dirait que monsieur et madame, très respectueusement, vous sautez les étapes. Les États-Unis d'Amérique se fait humilier une fois de plus. On revient là, ça ressemble à la fin de la guerre du Vietnam, en infligeant une défaite politique qui permettra de reculer militairement. Et à ce moment, si les BRICS entrent en jeu, ou bien une puissance étrangère, soit Turquie, soit Russie, soit République démocratique de People Democratic Republic of Korea, Corée du Nord, entrent en jeu pour un enjeu militaire, les États-Unis d'Amérique se font humilier et seront priés de quitter entièrement le territoire national. À vous. alors, si on revient, si on ramasse tout ce que vous venez de dire, euh, vous avez évoqué à un moment donné la segmentisation, hein, la segmentation du pays, hein, et que finalement, Tshisekedi dit, pour lutter contre les États-Unis, enfin tous les influenceurs au sens géopolitique du terme, euh, qui vont se disputer comment, le gâteau finalement, est-ce qu'il n'est pas là en train de prendre plutôt une stature, hein, des grands hommes de RDC, tels que Lumumba, enfin, même à l'extérieur, les Kwame Nkrumah, les gens qui ont fait l'histoire de l'Afrique, les gens qui ont porté une sorte alors, j'oserais même, hein, qu'on me pardonne, évoquer Mugabe, hein, c'est-à-dire il y a des noms comme ça, à un moment donné, qui se sont dressés pour donner une place à la politique africaine
et revendiquer l'africanité et l'africanisation de la gestion des pays. Est-ce que là-dessus, hein, puisque vous évoquez l'éclatement de la RDC, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler sur enfant, enfant sur l'unité, l'unité de la RDC? Oui, le président Antoine Félix Tshisekedi a accepté les armoiries nationales. Le maréchal du Tchad, excusez-moi, le maréchal du Zaïre, en fuyant dans son exil politique au Maroc, là où voilà, il est enterré, il ne peut pas prendre l'avion avec le bâton de commandement, une forme de caducée, une forme de bâton de justice, le bâton de Moïse, sur Oui, lequel le serpent ancien est remonté, qui est là un des symboles de la médecine. Le was, le serpent oui, ancien de la connaissance, voilà, et qui est monté sur le bâton de commandement de Moïse. Le même bâton dans un duel de magie, Moïse démontre ses connaissances qu'il a apprises en Égypte et des émissaires envoyés par Pharaon démontrent aussi dans un spectacle de magie qui gagne. C'est le serpent ancien qui choisit le bâton de commandement de Moïse en encerclant le bâton. Une partie du bâton, c'est le commandement pour avancer. Une partie, c'est le serpent ancien qui choisit sa place, à oui. qui Ben, il donne cette connaissance de pouvoir avancer. Les armoiries existent. Symboliquement, là, c'est un marteau. Le maréchal du Zaïre a laissé ce bâton du commandement auprès de sa famille, boulevard du 30 juin à Kinshasa, et que Félix Tshisekedi a rencontré cette famille et a accepté humblement ce bâton du commandement, laissé par oui, le maréchal du Zaïre. Donc, oui, oui. ces armoiries-là, on lui donne une nouvelle initiation. Oui, ça Décide c'est qu'il a le pouvoir de décision, un jeu d'alliance. Lorsqu'on parle de Turquie, c'est pour des drones, une division de drones, une bourse d'études, des jeunes qui voyagent sous forme de passeport diplomatique. On ne dira pas étudiant, passeport diplomatique, ordre de mission, passeport de service. Ils vont en Turquie en tant qu'informaticiens. Ils vont prendre leur quartier quelque part pour faire rien que des drones. Drones oui. civils, drones sociaux, Alors, drones, etc. Ceux qui alors, vont est-ce en Chine vont est-ce aller que, faire, par exemple, artillerie, infanterie, etc. Sous couvert du secret d'État. mes- J'insiste. monsieur Nwangombe, notre invité, alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit là, sur l'allégorie là, sur le serpent, hein, le bâton du maréchal, sauf qu'à un moment donné, le serpent, ça devient ce qu'on appelle l'Ouroboros, c'est-à-dire, eh ben, il se mord la queue, et que le Oui. symbole de Ça, c'est avec sagesse eux. là, Oui. s'est effrité, hein, hein, on est dans la circularité euh, donc de la réflexion, qui fait qu'à un moment donné, peut-être que Tshisekedi a déroulé cette sagesse-là qui va lui permettre peut-être à un moment donné de reprendre, comment c'est ça à Paris, ce symbole de manière un peu beaucoup plus structurée, puisqu'il peut faire des alliances avec l'organisation Commonwealth qu'on a dit tout à l'heure, avec l'Afrique du Sud à un moment donné, avec les BRICS, et puis peut-être cette sagesse-là aussi, c'est peut-être d'envisager aussi que l'URSS s'intégra dans cette dimension stratégique, hein. Donc voilà, donc ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que peut-être qu'à un moment donné, les paradigmes sont en train de changer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le bâton de commandement, le bâton, il le tient à la main gauche. C'est Oui, pour garder la main droite libre, de oui, pouvoir saluer. Même un adversaire politique, on peut lui tendre la main. Ce qui n'est oui. pas bon, c'est lorsque le bâton passe à la main droite. Et là, Et c'est pas alors? bon. Il a le droit de faire des alliances. C'est le moment.
très respectueusement. Et une notion fâcheuse qui revient, c'est de déplacer la capitale quelque part au centre. Les gens n'aiment pas en parler, mais ça existe. Ce sont des accords secrets Oui, sortis de 1963, le dernier train du Katanga, à la période à laquelle Robert Denard, brigadier chef de deuxième classe, sergent-chef formé aux États-Unis d'Amérique, et de brigadier, il passe lieutenant, de lieutenant, il a créé des grades composites, des missions composites, le plus grand mercenaire français, le corsaire de mercenariat. la République. Il a toujours agi avec le feu orange, la moitié de la permission, 50%. Bob Denard, toute sa carrière, n'a jamais rien fait sans l'autorisation, sans la moitié de l'autorisation de la République française. Il est cité Alors, comme même le plus grand mercenaire du monde, le plus grand mercenaire français. C'est-à-dire que le Commonwealth, oui, mais le Commonwealth lui ramène vers l'Angleterre et l'Angleterre est alliée stratégique dans l'OTAN et auprès des Occidentaux. Les BRICS, oui, une nouvelle alliance, mais d'abord économique et d'autodéfense. Et une alliance composite, c'est de former lui-même des nouveaux cadres sous couvert du secret d'État. À vous. oui, oui, mais alors le général de Gaulle avait horreur de l'Angleterre quand même là-dedans. Bon. Alors, ça permet peut-être de faire une sorte de transition sur le Tchad, hein, puisque, bon, voilà encore, euh, voilà, cette influence euh, française, occidentale en tout cas, euh, euh, a échoué, hein, on va dire là maintenant, et ce qui est visible du côté donc des États de l'Est, de l'Ouest et tout ça, la CEMAC et tout ça. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là au Tchad cette concentration-là, les choses qui se déportent au niveau, en tout cas de l'Occident, de l'OTAN, là, du côté du Tchad, est-ce que c'est pas une sorte de chasse gardée comme ça qui est en rémunition, hein? Si on Le prend, Tchad, capitale N'Djamena, oui, c'est un pays très instable. Parti de Tambolbaï, parti des dites indépendances. C'est un pays généralement instable. On a vu Hissène Habré, on a vu Feu le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, on a vu là Kaka et Idriss Déby Itno, fils, actuellement, intronisé par le président Emmanuel Macron, ayant fait déplacer le président en exercice de l'Union africaine à l'époque, Antoine Félix Tshisekedi, dans la première année de son premier mandat, de venir introniser Kaka Idriss Déby Itno, fils, en violation de la constitution du Tchad, qui prévoyait le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans une forme de transition, de conduire à de nouvelles élections. Bref, le Tchad actuellement est la plus grande base logistique française. C'est 40 000 militaires encore sur le territoire du Tchad et qui ont été déployés tout récemment. Dans l'épisode fâcheux, là où Yaya Dilo, un opposant, a été tué au siège de son parti. Une affaire de famille, puisqu'il est de la famille de Idriss Déby Itno père, assassiné au front dans une histoire un peu compliquée entre les rebelles du FACT, une partie qui devait marcher en direction de N'Djamena et une partie de contenir le conflit au nord du Tchad, frontière avec la Libye. Aujourd'hui, un jeu d'alliance de réconciliation nationale de Success Masra et de Idriss Déby Itno fils, mais la visite de Idriss Déby Itno fils à Moscou, on se posait la question, est-ce que c'est un jeu d'alliance en faisant venir les BRICS ou bien la Russie pour une nouvelle tutelle, ou bien de garder l'autorité de la France, ou bien la France est-elle en train de perdre le Tchad? Bien, je vous laisse le soin de continuer à poser des questions. ah oui, non, mais alors, évidemment que là, ça pose la question vous savez, dans mon métier, on parle de personnalité bipolaire, hein. Est-ce que justement, d'aller voir comment Poutine et en même temps avoir le soutien de l'Occident, de l'OTAN et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, comment dire, de maniaco-dépression, là, finalement, dans cette politique-là? Finalement, on ne sait pas sur quel pied danser, puisque actuellement, peut-être que le cours de l'histoire montre qu'il ne faut pas trop s'aliéner
Poutine. Hein. Peut-être que demain, ce sera le grand maître faiseur de président, hein, etc. Est-ce que ça soit du côté de Tshisekedi et que ça soit du côté de Ethno, euh, Débris, est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser et qu'on a comme ça des ambiguïtés sous-jacentes? Oui, euh, président en exercice de l'Union africaine, euh, à l'époque, Félix-Antoine Tshisekedi, et sa première fois de venir à l'Union africaine en tant que président nouvellement élu de République démocratique du Congo, et la première année d'exercice au sein de l'Union africaine. Mais il y a des secrets qu'on ne vous dit pas. La délégation de Félix Tshisekedi en pleine Addis Abeba, il y a une dizaine de diplomates qui ont été mis aux arrêts pour le punir. Abiy Ahmed lui a infligé une punition. Pourquoi humilier l'Afrique? Un président en exercice de l'Union africaine se déplace, fait adouber, accepter un coup d'État au Tchad. Idriss Déby Itno est mort, assassiné ou pas, disposition de la Constitution. Lorsqu'il y a vacance du pouvoir, Abiy Ahmed a infligé une punition. Une dizaine de diplomates arrêtés qui seront relâchés plus tard pour donner un avertissement. Abiy Ahmed dit que aussi longtemps qu'il est en poste, Premier ministre éthiopien, chaque année, il va veiller au grain en vue d'améliorer cette institution. Jusqu'à ce que lui ne pourra plus être Premier ministre en Éthiopie, il aura eu le temps de former d'autres personnes politiquement, donc en relations internationales. Cela veut dire quoi? Que la France elle-même, elle déçoit. Le président français est reçu à Addis Abeba par Abiy Ahmed, qui l'a emmené jusqu'à la Libella, le tombeau d'Adam, d'Hébreu Libanos, voir certaines contrées, certains secrets hors copte orthodoxe éthiopiens, mais remercier en monnaie de singe. L'année prochaine, l'année d'après, les armes françaises trouvées dans le conflit en Éthiopie, au Tigré, qui sont arrivées à 200 km d'Addis Abeba. Les villes de Dessié et Kombolcha sont tombées. C'est pour Alors, dire que la France ne voit que ses intérêts stratégiques, et en tant qu'Africain, d'être regardant et d'être méfiant. Ceci est un voilà. avertissement. Ceci est un avertissement. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est Alors, pas un exercice. À vous. alors. Oui, c'est ce qui montre bien que il y a une nouvelle économie, en tout cas économie psychique, enfin, dans la mentalité qui est en train de germer, aussi bien du côté d'Addis Abeba que du côté du Mali, là, du côté de Burkina Faso, du côté du Niger, et que le germe, là, est en train. Alors, il y a un enjeu, là, hein, pour terminer notre voyage, là, en Afrique. L'enjeu entre le N'Djamena et Libreville. Hein, c'est-à-dire que là, on a deux coups d'État qui n'ont pas été condamnés par la France. Hein, et que il y a le maintien de l'armée française dans ces deux capitales-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Nwangombe? Spécialiste de sécurité, je rappelle. Le maintien de la base marine B1 de Libreville, c'est le contrôle sous-régional, déjà au niveau marine, une base d'instruction, de formation, et la seule qui est habilitée à donner des grades en vos ordres, rangs et qualités. C'est-à-dire que en créant la CRESMAC, le centre de recherche des études maritimes de l'Afrique centrale, du côté de Pointe-Noire, à l'entrée du PAPEN, port autonome de Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso, donc un des doyens des chefs d'État africains, voilà, il se met dans la logique d'une école régionale, une école nationale à vocation régionale. Mais les grades de la formation, c'est Libreville, le Gabon. Et qu'aujourd'hui se pose la question d'une base marine chinoise au large de Conquatine, Douli, donc Madinguka et Pointe-Noire. Ce Oui, qui est resté en secret
depuis 2014, exercice militaire 2014, Luango 2014, avec la présence des militaires de la CEMAC. Et 2015, le référendum, un peu plus tard, ça a été dévoilé. Pourquoi Denis Sassou Nguesso a envoyé des commandos marins être formés en Chine sans informer la France, qui est garant des bases militaires et des bases pétrolières, logistiques minières, pétrolières, pétrolifères, gazières au large de Pointe-Noire, de Luango, Malongo, Cabinda, Libreville, le Gabon, deux bassins versants et le milieu est quelque part en Kossa, en haute mer, Émeraude, etc. Les contrats pétroliers sont signés par extension de 20 ans. Total Énergie, aujourd'hui Eni Congo qui a vendu toutes ses parts. Le gaz et pétrole liquéfié que nous voyons, c'est Total qui prend 100% et qui redistribue 25% par Inco, branche française. Eni garde 25%, 25% Sonangol, puisque le bassin versant, 25% à un consortium chinois qui revend à l'État gabonais, qui ne prend aucune part sur le littoral maritime du Congo-Brazzaville, la base marine de Libreville, qui a permis le décollage d'avions de combat, de survoler N'Djamena et de revenir à Libreville, une démonstration de force aérienne avec possibilité de ravitaillement aérien. C'est pour montrer que aussi longtemps que la France contrôle et Libreville, Gabon, base marine, quand je dis marine, il y a des aéronefs, il y a des avions de combat qui peuvent atterrir sur des porte-avions, sur des bases logistiques considérées comme marines. Et N'Djamena, le Tchad, a bêché l'armée de l'air qui était là de déploiement lorsqu'il y a eu des multiples conflits entre Libye vers le Tchad, notamment à Béché. Donc, c'est une Bon. démonstration de force. Alors, merci de cette brillante démonstration, hein, parce que là, on vient de voir qu'il y a une sorte de jeu de dupes qui se produit là. Hein. Il y a Sassou qui joue pas double jeu finalement, que c'est une Et sorte le de... Clotaire Olingi Nguema aussi, Voilà, voilà, il est voilà. fidèle. Voilà, donc il y a Oligui Nguema qui d'ailleurs salue le général euh, Sassou Nguesso, le général de brigade, je crois, hein. Je ne sais plus bon, les titres en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette sorte de jeu de dupes là qui est là. Vous avez des Chinois qui sont prêts à montrer leur bout du nez, mais vous savez bien que l'alliance entre Chine et, et, et Poutine n'est pas aussi déterminant que ça, puisque la Sibérie appartient normalement à l'Asie. Hein. En Bon, dehors de donc, Djibouti, s'il vous plaît. En dehors de Djibouti, c'est la voilà. prochaine base marine chinoise. OK. Donc, bon, voilà. Ouais, vous voyez que la Chine expansionniste joue aussi sur des gens comme Sassou Nguesso, hein, et que nous n'avons pas fini, justement, de parler de ce bouleversement géopolitique en préparation, en sous-jacence et en jachère. En tout cas, merci Nangombe d'avoir nous avoir éclairé ainsi. Hein, et donc, ben voilà. Dernier mot et on arrête. Non, donc mon dernier mot, c'est Libreville, Gabon. Le peuple gabonais continue à vivre sous tutelle de la France. Pourquoi ne pas faire le Gabon, faire du Gabon simplement un département français? Et la prochaine élection présidentielle, c'est Omar Denis Junior. Voilà, si le peuple gabonais ne se lève pas. Voilà, à vous. Bon, merci. En tout cas, nous vous souhaitons, donc, dans toutes les familles qui nous ont écoutés, d'avoir saisi, en tout cas, les enjeux futurs que nous aborderons la prochaine fois. Merci à vous.